Rome, 48 après Jésus-Christ. La nuit est tombée sur les palais de marbre, mais dans un bordel secret de la capitale, l'impératrice de Rome ne dort pas. Elle reçoit des clients. À la lueur vacillante d'une lampe à huile, un sénateur entre discrètement dans une pièce close. Il ne se prosterne pas devant une prostituée anonyme, mais devant Valérie Messaline, l'épouse de l'empereur Claude, la mère de ses enfants, la femme la plus puissante de l'Empire. Avant le lever du soleil, elle aura couché avec plus d'hommes que la plupart des femmes n'en rencontrent en une vie. On l'a appelée monstre de luxure, prostituée impériale, voire menace pour l'Empire. Mais Messaline était-elle vraiment cette débauchée décrite par les historiens antiques, ou simplement une femme trop puissante pour être tolérée? Avant de juger, demandez-vous, jusqu'où iriez-vous si rien ne pouvait vous arrêter? Tu es né dans une Rome où tout, ton sang, ton nom, ton sexe, peut être une arme ou une condamnation. Valeria Messalina n'était pas une roturière propulsée au sommet par hasard. Non, elle était issue de l'élite la plus pure, de la lignée impériale elle-même. Petite nièce d'Auguste, descendante des Julio-Claudiens, elle avait dans les veines un pedigree qui faisait rêver les familles les plus ambitieuses et trembler ceux qui voyaient en elle une menace. Dès l'enfance, elle est élevée dans un monde de marbre, d'or et de complots. Mais ce monde est cruel avec les femmes. On ne leur enseigne pas à gouverner, mais à séduire, à se taire, à sourire, à écouter, et Messaline apprend vite. À peine adolescente, elle comprend que son corps est une monnaie, pas une honte, une opportunité. Elle observe, elle s'adapte, elle charme, elle attend son moment. Ce moment viendra plus tôt qu'on ne l'imagine, car à 14 ans, oui, 14, elle est mariée à un homme bien plus âgé, un certain Tiberius Claudius Drusus, un membre excentrique et maladroit de la famille impériale. Un homme bègue, boiteux, timide, moqué par tous. Personne ne le prend au sérieux, surtout pas comme futur empereur. Et pourtant, c'est précisément cet homme qui, quelques années plus tard, deviendra l'empereur Claude. Et Messaline, son épouse, deviendra impératrice. Mais contrairement aux autres impératrices avant elle, Messaline ne compte pas rester dans l'ombre. Elle ne veut pas simplement tenir la main de l'empereur. Elle veut être l'empereur. Elle veut le pouvoir sans filtre, sans limite, sans permission. Et elle saura très bien comment l'obtenir. Lorsque Claude accède au trône en 41 après Jésus-Christ, c'est presque par accident. Après l'assassinat de Caligula, les gardes prétoriennes trouvent Claude caché derrière une tenture, tremblant de peur. Ils l'emmènent, le proclament empereur, et Rome, surprise, accepte. Messaline, elle, ne tremble pas. Elle n'a que 16 ou 17 ans. Mais déjà, elle est impératrice, et elle comprend immédiatement ce que cela signifie. Elle a désormais accès à tout. L'influence politique, les fortunes privées, le contrôle des nominations, les mariages stratégiques, le destin de ceux qui vivent ou meurent. Et Claude? Claude reste un mari distrait, préoccupé par les affaires de l'État, les textes de loi, les amphores de vin. Il est intelligent, mais il sous-estime sa propre femme. Grave erreur, car pendant qu'il légifère, elle tisse sa toile. Silencieuse, séductrice, implacable. Dès les premières années de son règne, Messaline prend le contrôle des coulisses du pouvoir. Elle nomme ses partisans, elle écarte ses rivaux, elle épouse sa cause à celle des esclaves affranchis les plus influents de la cour, Narcisse, Pallas, formant un triangle d'influence capable de renverser des sénateurs entiers. Elle fait aussi un usage très particulier de son lit, car Messaline a compris que, dans un monde d'hommes, son corps est son arme la plus redoutable. Elle choisit ses amants non par passion, mais par stratégie. Un sénateur hésitant, elle l'achète avec une nuit. Un général influent, elle le garde sous sa coupe par le chantage.
Une rivale gênante? Elle manipule son époux pour la faire exiler? Ou pire? Et tout cela, elle le fait sans jamais hausser la voix, sans titre officiel, sans armée, juste par la rumeur, le regard et la peur. Rome commence à murmurer. Certains la comparent à Cléopâtre, d'autres, plus cyniques, à une louve habillée en soie. Mais une chose est sûre, Messaline ne joue plus un rôle. Elle écrit ses propres règles. La cour impériale, d'ordinaire déjà nerveuse, devient un véritable nid de vipères. Sous le règne de Claude, les sénateurs croient encore avoir un peu de pouvoir. Mais très vite, ils réalisent que les décisions ne passent plus seulement par les édits, mais par les murmures de l'impératrice. Messaline ne signe aucun décret, mais les têtes tombent après ses soupirs. Les carrières naissent après un sourire, et dans les rues de Rome, les rumeurs s'enflamment. On parle d'orgies secrètes dans les jardins impériaux, d'amants cachés introduits la nuit dans le palais, d'hommes mariés devenus serviteurs de chambre pour mieux se glisser dans les draps de la souveraine. Vrai? Faux? Difficile à dire, mais plus personne n'ose l'ignorer. Les poètes, les chroniqueurs, les philosophes, tous y vont de leurs soupçons. Tacite, Suétone, Juvénal, bien plus tard, ils en feront une icône de la décadence romaine, une figure presque mythologique de luxure déchaînée. Mais à l'époque, ce n'est pas un mythe, c'est une femme vivante, en pleine puissance. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas tant sa sexualité. Rome n'est pas prude, mais son contrôle. Ce pouvoir invisible qu'elle exerce sur son mari, ses partisans, ses ennemis. Elle n'a pas besoin de soldats. Elle a les mots, les regards et les secrets. Pour certains, elle incarne le fantasme ultime, la femme fatale, la vestale renversée, la louve en toge de soie. Pour d'autres, elle est un poison lent qui ronge le cœur de l'Empire. Et pourtant, personne ne l'arrête, car Messaline est encore jeune, et elle n'a pas encore révélé toute l'étendue de sa soif. Ce n'était que l'introduction. La suite, ce seront les nuits les plus sombres de Rome. C'est l'histoire que presque tous les auteurs antiques ont retenue, et celle que même les historiens modernes peinent à croire, tant elle semble incroyable. Valérie Messaline, impératrice de Rome, épouse de l'empereur Claude, aurait participé à un concours de prostitution. L'histoire vient de l'écrivain Juvénal, connu pour sa verve satirique. Selon lui, Messaline se serait rendue en secret dans un lupanar, un bordel romain situé dans les bas-fonds de la ville. Là, déguisée sous un faux nom, elle aurait pris place dans une cellule de pierre, comme une prostituée ordinaire. Et durant toute la nuit, elle aurait reçu les clients, l'un après l'autre, sans s'arrêter, sans fatigue, avec une seule obsession, battre toutes les autres femmes du bordel. Au petit matin, elle aurait été proclamée grande gagnante avec un score terrifiant que certains textes osent chiffrer. Rumeur, satire, réalité tordue, peut-être un peu des trois. Mais ce récit, aussi choquant soit-il, résume à lui seul la perception que Rome avait d'elle. Une impératrice dont la libido était plus puissante que la honte, que la loi, que l'Empire lui-même. Et surtout, une femme qui n'éprouvait aucune crainte face à l'exposition publique de ses désirs. Car dans une société patriarcale où la chasteté féminine était liée à l'ordre du monde, le simple fait qu'une femme, et pas n'importe laquelle, s'adonne volontairement à la prostitution constituait une rupture totale. Une gifle à la morale, un doigt d'honneur à la vertu. Mais ce n'était pas un accident, c'était peut-être une démonstration, un message. Je peux tout faire, et personne ne m'arrêtera. Si le concours de prostitution semble déjà invraisemblable, ce n'est que l'un des nombreux épisodes décrits par les auteurs antiques. Dans les cercles les plus proches du pouvoir, on parlait d'orgies organisées dans les jardins impériaux, parfois même au cœur du palais. Des banquets qui, après quelques coupes de vin, se transformaient en scènes de luxure collective, torches allumées,
musiciens jouant à l'arrière-plan, esclaves versant le vin tout en détournant les yeux. Messaline, disent-ils, ne se contentait pas d'être l'hôtesse. Elle menait la danse. On raconte qu'elle apparaissait masquée, vêtue d'étoffes transparentes, parfois entièrement nue, portant uniquement des bijoux impériaux. Elle sélectionnait ses partenaires devant tous. Elle exigeait d'être observée. Elle humiliait certains sénateurs en public, forçant les plus puissants à s'agenouiller, pour mieux les dominer la nuit. Encore une fois, il est difficile de distinguer la vérité du fantasme, tant ces récits flirtent avec l'exagération pornographique. Mais leur omniprésence dans les sources antiques dit quelque chose d'essentiel. Messaline faisait peur, pas seulement à cause de ce qu'elle faisait, mais à cause de ce qu'elle représentait. Une femme libre, une femme qui ne cachait pas ses désirs, une femme qui n'avait pas besoin d'un homme pour exister. Et dans l'Empire romain, cela équivalait à un crime politique. Car pendant que Claude gouvernait à coups de décrets et de discours sénatoriaux, Messaline gouvernait par le corps, par le désir, par la rumeur, par cette emprise sensuelle qui échappe aux lois. Et plus elle transgressait, plus elle fascinait. Les esclaves en parlaient dans les cuisines. Les patriciens la désiraient autant qu'ils la haïssaient. Même les poètes, qui la condamnaient, semblaient obsédés par elle. Messaline n'était pas seulement une impératrice. Elle était devenue un mythe vivant, une énigme incarnée. Et chaque nuit semblait nourrir un peu plus sa légende. À ce stade, une question te brûle peut-être les lèvres. Mais est-ce que tout cela est vrai? C'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Les principaux récits sur Messaline viennent d'historiens comme Tacite, Suétone ou encore le satiriste Juvénal, tous des hommes, tous issus de milieux sénatoriaux et, surtout, tous profondément hostiles aux femmes puissantes. Il faut dire que l'élite romaine nourrissait une obsession maladive pour le désordre moral. Une impératrice qui s'imposait, qui séduisait, qui écartait les hommes comme des pions, c'était une offense à l'ordre viril de la République défunte. Messaline devient alors l'outil parfait pour illustrer la décadence impériale. Tous les excès, tous les fantasmes, toutes les craintes sont projetés sur elle. Elle est à la fois Lilith et Salomé, Ève et Médée. Elle personnifie la tentation, la perversion, l'effondrement moral de Rome. Mais il faut nuancer. Certains historiens modernes, comme Barbara Levick ou Anthony Barrett, ont tenté de démêler le vrai du faux. Ils rappellent que dans l'arène politique romaine, accuser une femme de débauche était une arme classique. Peu de preuves concrètes existent. Tout repose sur des récits biaisés, souvent écrits des décennies après sa mort, dans un contexte idéologique hostile. Cela signifie-t-il que tout est inventé? Pas forcément. Mais cela suggère que Messaline a peut-être été moins une dépravée qu'un symbole dérangeant, celui d'une femme jeune, intelligente et dangereusement indépendante, qui refusait de rester à sa place. Et ça, pour Rome, c'était peut-être encore plus impardonnable que toutes les orgies du monde. Car dans un empire bâti par les hommes, dirigé par les hommes, raconté par les hommes, une femme qui échappe au récit devient forcément un monstre. Et les monstres, on les extermine. Messaline n'était pas simplement une femme qui cédait à ses pulsions. Elle savait parfaitement à qui elle offrait ses faveurs et pourquoi. Son lit était une salle de réunion, une pièce où se décidaient des carrières, des alliances, des trahisons. Chaque nuit, un nom, chaque nuit, un pion qui change de camp. Elle choisissait ses amants avec une précision politique. Jeune patricien ambitieux, magistrat hésitant, officier en quête de promotion, homme riche mais fragile, puissant mais influençable. Elle les séduisait, ou les laissait croire qu'ils la séduisaient, puis, une fois sous son charme, elle imposait ses conditions. Certains obtenaient des postes, d'autres des terres, mais tous savaient une chose, s'ils la trahissaient, elle pouvait les détruire. Et elle l'a fait, plus d'une fois. Prenons l'exemple de Lucius Silanus, un jeune sénateur fiancé à la fille de Claude. Messaline, pour des raisons obscures,
jalousie, défi personnel, caprice, décide qu'il doit disparaître. Elle l'accuse publiquement d'inceste avec sa propre sœur. Une accusation ignoble, mais terriblement efficace. Résultat, Silanus est déchu, humilié et poussé au suicide. Il ne s'agissait pas d'un écart, c'était un avertissement. À Rome, tout le monde comprend alors que Messaline n'a pas besoin de poison pour tuer. Il lui suffit d'un murmure. Et pour ceux qu'elle garde dans son lit, c'est un piège doré. Ils vivent dans l'illusion d'être choisis, alors qu'ils ne sont que des outils, et quand elle n'en a plus besoin, elle les remplace, sans émotion, sans remords. Ce n'est plus une impératrice, c'est une araignée, et son empire est une toile de soie et de peur. Le cas le plus emblématique de cette stratégie glaçante reste sans doute celui de Decimus Valerius Asiaticus. Asiaticus était un sénateur influent, riche, charismatique et propriétaire des somptueux jardins de Lucullus, parmi les plus beaux de Rome. Messaline aurait mis son dévolu sur les lieux et sur l'homme. Selon les récits de Tacite et Suétone, elle aurait tenté de le séduire. Peut-être l'a-t-elle charmé, peut-être a-t-il refusé. Peu importe, car une chose est sûre, peu après, il est accusé de complot contre l'empereur, sans preuve solide. Mais avec une dénonciation anonyme, très probablement soufflée par l'impératrice. Résultat, Asiaticus est contraint de se suicider, et les jardins, officiellement confisqués par l'État, mais rapidement offerts à Messaline. Cette scène en dit long. Messaline n'est pas seulement une manipulatrice de chambres à coucher. Elle est capable de faire tomber un homme puissant simplement parce qu'elle le veut. Sa sexualité est un outil de repérage, un levier de pression, un test de loyauté. Elle savait qu'un refus pouvait être utilisé comme prétexte, qu'un oui pouvait être utilisé comme piège. Dans tous les cas, c'est elle qui gagnait. Mais derrière ces histoires, il y a aussi la terreur silencieuse des courtisans. À Rome, à cette époque, il était bien plus dangereux de plaire à l'impératrice que de lui déplaire. On ne savait jamais quand une caresse allait se transformer en condamnation. Et Claude, pendant ce temps, semblait vivre dans l'ignorance ou dans le déni. Trop occupé à gérer les affaires de l'Empire pour voir que son propre palais était devenu un théâtre d'intrigues érotiques où sa femme tenait tous les rôles. Mais l'histoire commence à se tendre, car Messaline, grisée par son pouvoir, commence à franchir des lignes qu'aucune impératrice avant elle n'avait jamais osé effleurer. À mesure que les années passent, une chose devient claire. Plus personne n'ose contrarier Messaline. Ses ennemis disparaissent, ses amants se taisent, ses proches l'admirent autant qu'ils la craignent. Même les affranchis les plus influents, Narcisse, Pallas, qui tiennent les rênes administratives de Rome, savent qu'il faut composer avec elle. Mais une question dérange de plus en plus la société romaine. Où est Claude dans tout ça? Comment un empereur peut-il ignorer ce qui se passe sous son propre toit? Certains disent qu'il était naïf, d'autres qu'il était complice. Mais la vérité est probablement plus tragique. Claude était un homme brillant, mais émotionnellement aveugle. Aveugle à la manipulation, aveugle au jeu de pouvoir, aveugle à l'ambition dévorante de celle qu'il appelait sa petite épouse. Il l'aimait selon plusieurs récits. Il lui faisait confiance. Il la couvrait même lorsque les murmures se faisaient hurlements, et cela faisait de lui un bouclier parfait. Tant qu'elle restait dans ses faveurs, elle était intouchable. Mais cette impunité, paradoxalement, fut sa perte, car Messaline, grisée par le pouvoir, cesse peu à peu de se cacher. Elle devient plus directe, plus audacieuse, plus arrogante. Elle agit en impératrice, mais avec les gestes d'un tyran invisible. Elle croit que Claude ne verra jamais rien, mais la vérité, elle, approche à grands pas. Dans l'ombre, certains de ses alliés commencent à douter. Les sénateurs murmurent. Les affranchis s'inquiètent. Même les murs du palais commencent à transpirer des secrets qu'on n'arrive plus à dissimuler. Et bientôt,
Messaline va commettre l'irréparable. Pas une trahison de lit, mais une trahison d'État. Au sommet de sa puissance, Messaline fait ce qu'aucune autre impératrice n'avait osé rêver. Elle tente de remplacer l'empereur en se remariant, mais pas en secret, pas dans l'ombre, non, en plein jour, à Rome, devant témoins. L'homme qu'elle choisit, Gaius Silius, le plus bel homme de Rome selon certains auteurs antiques. Jeune, noble, cultivé et surtout ambitieux, très ambitieux. Silius est marié à une autre femme quand Messaline le convoque. Elle l'oblige à divorcer immédiatement sous menace de mort. Et il accepte. Fasciné, piégé, peut-être déjà trop loin pour reculer. À partir de là, leur relation prend une tournure vertigineuse. Messaline ne se contente plus de coucher avec lui. Elle le présente à son entourage, le fait entrer au Sénat, le dote de richesse, d'honneur, de garde. Elle agit comme s'il était déjà empereur. Certains témoins rapportent même qu'il s'assied sur le trône de Claude en son absence. Et Claude, lui, est en déplacement à Ostie, loin du cœur politique, loin des murmures qui grondent, loin de l'acte final que prépare Messaline. Car le jour fatidique arrive. Messaline épouse Silius en grande pompe, au vu de tous, comme s'il ne restait plus qu'à officialiser le changement de règne. La cérémonie suit les rites traditionnels romains. Des témoins sont présents, des prêtres, on échange des anneaux, on dresse un banquet. C'est un mariage, mais aussi un coup d'État. Le message est clair, Claude est fini. Place à un nouvel homme et à sa redoutable impératrice. Personne dans l'histoire romaine n'a vu ça auparavant, et personne, y compris Messaline elle-même, ne mesure encore les conséquences de ce geste. Lorsque Claude apprend ce qui vient de se passer à Rome, il ne comprend pas immédiatement. Un mariage, Messaline, avec Silius, ce n'est pas possible. C'est une mauvaise blague, une rumeur, une manipulation. Même pour un homme habitué aux trahisons, c'est trop gros, trop absurde, trop impensable. Mais les preuves arrivent, brutales, des témoins, des lettres, des récits directs des affranchis de confiance. Narcisse en tête, qui jusqu'ici avait gardé le silence par prudence. Il raconte tout, les fêtes, les cadeaux offerts à Silius, le trône occupé, le mariage officiel, public, devant les dieux, et Claude reste pétrifié. C'est un empereur bafoué, humilié, cocu, mais surtout déposé sans qu'il s'en rende compte. Pour Narcisse, le doute n'est plus permis. Il faut réagir, immédiatement. Il ordonne qu'on coupe l'accès au palais. Il mobilise la garde prétorienne sans prévenir Messaline. Il envoie des messagers dans tout Rome pour reprendre le contrôle. Claude, tétanisé, suit les ordres. Pour une fois, ce ne sont ni les sénateurs, ni les juristes qui décident, mais les affranchis, ces anciens esclaves, devenus les hommes les plus puissants de l'Empire. Et à Rome, la panique s'installe. Silius comprend qu'il est allé trop loin. Il tente de sauver la face, parle de loyauté, de malentendu. Il veut négocier. Trop tard. Messaline, elle, se terre. Elle pense encore pouvoir convaincre Claude. Le séduire, le faire douter. Après tout, elle l'a toujours manipulé. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus l'empereur Claude qu'elle affronte. C'est l'homme humilié, le mari trahi, le souverain devenu ridicule aux yeux de tout l'Empire. Et cette fois, personne ne veut qu'elle s'en sorte. Messaline comprend trop tard qu'elle a franchi la ligne. Elle n'est plus intouchable. Le palais lui est fermé. Claude ne répond plus. Ses alliés la lâchent un à un. Même les serviteurs qui hier encore se prosternaient détournent à présent le regard. Sa chute est plus rapide encore que son ascension. Elle tente alors le tout pour le tout. Elle envoie ses enfants supplier leur père. Elle écrit à Claude, promettant obéissance, suppliant son pardon. Elle court, pieds nus, à travers les jardins impériaux jusqu'à la villa des Césars, cachée derrière les haies, espérant échapper à l'arrestation. Elle pleure,
crie, menace, implore. Mais Claude reste silencieux. C'est Narcisse, encore lui, qui prend l'initiative. Il sait que tant que Messaline est en vie, le scandale continuera. Que tant qu'elle respire, Rome rira de l'empereur. Et pour Claude, un homme obsédé par l'ordre et l'image, ce serait insupportable. Alors il envoie une escouade de soldats. Il la trouve recroquevillée dans un jardin, encore vêtue d'une robe de nuit, tenant une dague, qu'elle n'ose pas utiliser. On dit qu'un centurion dut lui arracher l'arme des mains. Elle supplia, elle hurla. Elle tenta une dernière fois d'envoyer un message à Claude, mais l'ordre était déjà donné. Elle est exécutée sur place, froidement, rapidement, sans procès, sans cérémonie. Lorsqu'un messager revient informer Claude de sa mort, il termine son dîner, sans dire un mot. À Rome, le choc est immense. L'impératrice adorée ou détestée est morte comme une criminelle. Son nom sera effacé des archives officielles, ses statues détruites, son souvenir réduit à une légende noire de luxure et de trahison. Et pourtant, une question persiste, comme une morsure silencieuse dans l'ombre du Capitole. Et si elle avait simplement été trop brillante, trop belle, trop libre, pour survivre dans un monde d'hommes? Elle est morte, mais ce n'est que le début de sa véritable histoire. Car aussitôt exécutée, Messaline devient une ombre politique. Claude ordonne que son nom soit rayé des registres officiels, une damnatio memoriae. Ses bustes sont brisés, ses images retirées des temples. Sa trace, méthodiquement effacée, c'est la vengeance glaciale d'un empire blessé. Mais ce qu'on cherche à faire disparaître finit souvent par hanter. Dans les années qui suivent, les écrivains se déchaînent. Tacite parle d'elle comme d'un fléau. Suétone la compare à une bête en rut. Juvénal, lui, l'utilise comme archétype de la femme dévorée par le vice. Ce n'est plus une personne, c'est un symbole. Et ce symbole est terrifiant. Messaline devient le miroir inversé de la vertu romaine. Là où la matrone devait être discrète, fidèle, pudique, elle est bruyante, volage, insatiable. Là où la femme devait obéir, elle commande. Là où elle devait enfanter, elle séduit. Et cette image sert un objectif politique, rappeler à toutes les femmes ce qui arrive à celles qui vont trop loin. Mais l'ironie, c'est que plus on cherche à la faire taire, plus sa légende grandit. Elle est mentionnée dans les pièces de théâtre, dans les satires, dans les discours moralisateurs. Chaque époque projette sur elle ses propres angoisses. Elle devient une figure mythique, comme Cléopâtre ou Médée. Une femme qui dépasse sa condition, qui bouleverse l'ordre, et qui forcément doit être punie. Car c'est peut-être là que réside la véritable peur des Romains. Messaline n'était pas un monstre. C'était une femme humaine, réelle, intelligente, ambitieuse, sensuelle. Et c'est justement cela qui était le plus dangereux. Avec le recul des siècles, les historiens ont commencé à poser la question que Rome n'osait pas. Et si Messaline n'était pas perverse, mais incomprise? À Rome, les hommes pouvaient avoir des maîtresses, des esclaves sexuels, multiplier les orgies sans que cela choque personne. Caligula, par exemple, est resté célèbre pour sa cruauté et ses excès, mais on ne l'a jamais qualifié de prostituée impériale. César, Auguste, Néron, tous ont eu des aventures et des pratiques choquantes. Mais chez eux, cela passait pour de la virilité. Chez une femme, cela devenait une catastrophe politique. Et si on y regarde de plus près, les accusations portées contre Messaline coïncident presque toujours avec des moments où elle gagne du pouvoir, élimine un rival ou protège un allié. C'est exactement ce que faisaient les hommes. Mais eux avaient le droit. Alors pourquoi tant de haine? Parce qu'elle ne respectait pas les règles tacites du genre féminin. Parce qu'elle refusait d'être une figure silencieuse, une épouse décorative. Parce qu'elle utilisait les seules armes que Rome laissait aux femmes, le désir, la beauté, la ruse. Et c'est précisément ce qui a effrayé les sénateurs.
ce qui a paniqué les affranchis, ce qui a fait trembler même Claude, car dans un empire bâti sur le contrôle, la discipline et l'apparence de l'ordre, une femme libre, sexuelle, imprévisible, c'est un incendie. Ça brûle les fondations. Dès lors, peu importe qu'elle ait vraiment couché avec 20 hommes dans une nuit. Ce qui comptait, c'est qu'on puisse le croire, que l'image colle, que la légende prenne feu. Et elle a pris feu, au point qu'encore aujourd'hui, le simple prénom de Messaline évoque la débauche. Elle est entrée dans la langue française comme une insulte. Mais derrière l'insulte, il reste une silhouette. Et derrière la silhouette, une vérité plus complexe, plus humaine, plus dérangeante. 2000 ans plus tard, la peur qu'elle inspirait demeure. Dans les livres d'histoire, les documentaires, les romans, Messaline est rarement montrée comme une stratège, une figure politique ou une mère. On préfère la voir comme une furie sexuelle, une dévoreuse d'hommes, une créature mi-femme, mi-démon. Et c'est là que réside son pouvoir posthume. Car, à force de vouloir la salir, l'humilier, l'effacer, on l'a rendue immortelle. Aujourd'hui, des historiens tentent de réhabiliter son image. Non pas en niant tout, mais en remettant les choses dans leur contexte. Ils cherchent à comprendre pourquoi on l'a attaquée avec autant de violence. Ils interrogent la misogynie profonde de la société romaine, la peur du féminin incontrôlable, la brutalité du pouvoir quand il se sent menacé. Et ils découvrent une femme qui, malgré toutes les couches de fantasmes et de haine, reste insaisissable. Était-elle ambitieuse? Oui. Manipulatrice? Probablement. Folle ou incontrôlable? Rien ne le prouve. Criminelle? Pas plus que les hommes qui l'entouraient. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a bouleversé les codes. Qu'elle a osé vivre avec une intensité que Rome ne lui pardonnerait jamais. Qu'elle a utilisé les règles des hommes contre eux. Et ça, dans l'esprit de l'Empire, était plus grave que 1000 orgies. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira « Elle, c'est une Messaline », posez-vous cette question. Est-ce vraiment une insulte? Ou le souvenir effrayé d'une femme que même l'histoire n'a pas réussi à faire taire?